14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous avez peut-être entendu parler de cette tendance à considérer que la pénétration n'est pas indispensable et pire encore que c'est quelque chose d'agressif, violent, une atteinte à l'intégrité féminine. Alors je considère personnellement qu'elle fait partie intégrante de la sexualité des couples, mais néanmoins il faut bien reconnaître que très souvent elle est peut-être pas assez préparée, voire douloureuse pour la femme. Donc on va parler de tout ça avec Philippe Arlin qui est sexothérapeute. Alors je crois qu'il y a plusieurs aspects à considérer, en tout cas 2 qui me semblent essentiels. Il y a évidemment le côté physique, parce que oui, sans lubrification, une pénétration trop rapide, ou encore si le pénis est particulièrement imposant, c'est vrai que ça peut faire mal. Et puis il y a aussi le côté psychologique, pénétrer ou être pénétré, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, c'est un acte hautement symbolique. Et les douleurs peuvent peut-être aussi, de temps en temps, parler de ce que signifie justement ce symbole d'être pénétré. En tout cas, je vous invite à venir témoigner pour qu'on en parle ensemble. Et vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Alors vous qui êtes sexothérapeute à Poitiers, vous recevez évidemment des patients, je suppose que vous en recevez aussi par Zoom, qui vous parlent de cette question de la pénétration ou finalement pas tant que ça? Alors, j'ai envie de dire, sur une sexualité, si on a un débat sur la sexualité, quasi personne ne m'en parle. Par contre, il y a plein de problématiques liées à la pénétration. Des problématiques de douleur, des problématiques d'érection, des problématiques d'éjec. Donc elle est au cœur de quelque chose. Et là où je vous rejoins complètement, c'est que la sexualité intègre la pénétration. La pénétration, c'est une des pratiques principales de la sexualité. Là où je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est d'arrêter de définir la sexualité comme étant l'acte de pénétration. C'est juste de libérer ça. Pour autant, il ne s'agit pas d'en faire quelque chose de diabolique. La pénétration n'a rien de diabolique et j'espère qu'on va en parler. Ni quand d'agressif. Et quand elle est bien faite, bien au contraire, c'est normalement une invitation à venir en soi émise par la partenaire. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'il y a pénétration, qu'il y a interpénétration des corps. Bien sûr. Quand on regarde la sexualité des homosexuels, que ce soit les lesbiennes ou les gays, il y a aussi pénétration dans la sexualité. Alors après, c'est avec des doigts, avec des objets, et puis au niveau anal, quand c'est des hommes. Mais il y a besoin. Non. Le besoin, on le définit sur le moment, mais il y a une réalité à pénétrer. Enfin, notre pénis n'a pas une érection pour rien. C'est par définition son érection, c'est pour lui permettre d'avoir la fermeté pour pénétrer, pour rentrer à l'intérieur. Si on regarde d'un point de vue naturel, c'est à l'origine pour effectivement pénétrer un vagin et pour permettre la reproduction. Ça, c'est la base. Et respectons un tout petit peu sur un plan symbolique la nature. Ça n'a pas été fait par hasard. Mais bien sûr. Donc, on a vraiment cette réalité du pénis. Maintenant, effectivement, on a fait évoluer notre sexualité. En tout cas, certains l'ont fait évoluer. Au-delà de la limiter, et bien sûr, on ne la limite plus à la procréation. Donc, dans ce sens-là, faire de l'acte de pénétration le centre, c'est le centre d'un acte dont le but est la procréation, c'est pas forcément le centre d'un acte dont le but est le plaisir. Par contre, ça reste quand même, et surtout pour le pénis, une des façons les plus abouties d'avoir du plaisir. Il faut quand même pas se leurrer. C'est quand même la chose la plus agréable. Après, pénétration, il y a 10 000 manières de pénétrer, il y a 10 000 endroits. Alors 10 000 peut-être pas, mais il y a de nombreux endroits qui peuvent être faits. Donc je pense qu'encore une fois, c'est une notion de nuance. Il ne s'agit pas de diaboliser la pénétration. Et ni d'être pour ou contre, etc. Voilà. Et d'ailleurs, moi qui écoute les femmes, je peux vous dire que les femmes aussi, elles aiment être pénétrées et elles sont malheureuses quand il n'y a plus de pénétration. Parce que c'est quand même parfois ce qui peut arriver quand l'homme a des problèmes d'érection. Donc non, ça reste au cœur de la sexualité. C'est bien que ça ne définisse pas comme la pratique obligatoire. Et puis c'est bien, et j'espère qu'on va pouvoir le développer aujourd'hui, de donner quelques conseils pour que ça soit
que du plaisir. Et toujours sans douleur. Alors, il y a une chose aussi que je trouve intéressante à aborder sur ce sujet de la pénétration aujourd'hui, Philippe Arlin. C'est une vraie question à laquelle j'ai bien réfléchi, et je suppose que vous aussi, donc j'aimerais bien votre réponse. On parle toujours du premier acte sexuel, et ça va pratiquement de soi que la première fois qu'on a fait l'amour, c'est la première fois où on a été pénétré. Moi, je considère pas forcément que c'est ça la première fois. D'ailleurs, d'abord par ma propre expérience. Alors, pour moi, en tant que sexologue, ma vision, c'est que ça n'est pas ça la première fois. C'est une première fois, c'est la première pénétration qui peut être très importante pour une femme parce que beaucoup l'appréhendent toujours. On a tellement dit de choses autour de l'hymen, de la peur, de la douleur, de saigner, de la virginité. Donc on en a fait un espèce de mythe de cette première pénétration. Par contre, ça n'est pas pour autant ce qui signe le premier rapport sexuel. On peut très bien avoir, si vous avez un orgasme en compagnie d'un compagnon, qu'il soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, on est dans un acte sexuel à part entière. Donc le premier acte sexuel n'est pas forcément marqué par la pénétration. On est bien d'accord, hein, complètement. Vous êtes d'accord avec moi. Et même si c'est une fellation, c'est un début de sexualité. Enfin, oui, vraiment. Oui, enfin, je pense. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. C'est toujours le problème, Brigitte, c'est toujours cette notion de pucelage. Le pucelage, c'était vraiment prendre l'hymen, déchirer l'hymen. Toute cette symbolique autour d'un hymen, en plus très fantasmé, puisqu'il n'existe pas dans la réalité telle qu'on l'a fantasmé. Non. C'est pas une barrière de corail qu'il faudrait franchir. Cet hymen, tant qu'il n'a pas été franchi, on a l'impression que la personne, on dirait que la personne est vierge, donc qu'elle n'a pas eu de sexualité. Ce qui est faux. La sexualité, c'est pas ça. On le voit dans une culture en particulier où beaucoup de femmes, pour justement rester vierges, pratiquent la sodomie. Donc avec triple salto arrière quand elles sont souples, ce qui n'est pas du tout, mais ce qui n'est pas du tout une absence de sexualité. C'est au contraire, voire même une sexualité plus aboutie que beaucoup de femmes qui ne pratiquent que la pénétration vaginale ne feront jamais. Donc on est dans des représentations. Voilà. Et cette représentation symbolique du vagin pénétré par le pénis la première fois. Et on voit donc que derrière cette idée encore très arrêtée, c'est aussi la preuve que la sexualité, ça sert à se reproduire. Donc si on est vierge, c'est qu'on est sûr de ne pas être enceinte et que donc on ne fera pas des bâtards. Hein. Ça prouve que ça a la vie dure. Voilà, et tout ça, ça vient évidemment d'une époque où la femme n'avait pas de contraception et que les hommes voulaient être sûrs d'être le père de l'enfant à venir. Hein. Et ça peut se comprendre d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes reprennent dans le terme de puceau, non pas quelqu'un qui n'a pas eu de rapport sexuel, mais quelqu'un qui n'a pas pénétré. Parce que les rapports sexuels qu'il aura eu, il aura joué à touche-pipi. C'est-à-dire que, y compris du côté de l'homme, le fait de pénétrer, donc de se servir de son pénis pour pénétrer, marque l'entrée dans la sexualité. Absolument. Et ça montre bien comment encore le chemin qui nous reste à faire, parce qu'on est parti d'une sexualité qui servait à se reproduire depuis la nuit des temps, et ça a duré pendant des siècles. Et elle sert encore à ça, Dieu merci. Et très bien, hein, c'était nécessaire pour l'humanité, vu le nombre la mortalité infantile, etc., etc. Mais on a depuis, on va dire, depuis la soi-disant révolution sexuelle des années après mai 68, on a fait un petit peu avancer la sexualité, qui n'est plus que reproductive, mais qui est aussi récréative. Et on voit bien tout le travail qui reste encore à faire, parce qu'on intègre toujours les vieux schémas reproductifs. Mais donc voilà. On voit bien, c'est pour ça que je pense que c'était bien, pour démarrer cette émission sur la pénétration, de voir à la fois le côté physique, hein, qui est en effet un acte de pénétrer, c'est un acte agressif au sens positif du terme, hein, et non pas violent. Mais il y a aussi tout le côté symbolique, tout ce que ça signifie. Et c'est en ça que, par exemple, pour certaines femmes, l'infidélité paraît plus difficile, parce qu'il a été dans le corps d'une autre.
Et pour certains hommes, c'est pareil, c'est très compliqué parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pénétré. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un côté symbolique aussi qui est très fort dans cet acte de pénétrer. Et ça peut aller très très loin. Ça va très très loin, cette symbolique de la pénétration. C'est vraiment cette notion de presque prendre possession de l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui fait souvent le fantasme de sodomiser sa femme chez beaucoup d'hommes, c'est ce sentiment de la prendre partout, quoi. Tout nous est offert. On est bien d'accord. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous et avec Vanessa dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous, vous êtes sexothérapeute et il fallait un sexothérapeute évidemment pour évoquer un sujet aussi sexuel que la pénétration. Et on commence avec vous Vanessa, merci. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Parlin. Bonjour Vanessa. On vous écoute, allez-y. Oui, alors moi je suis plus toute jeune on va dire. Effectivement, alors vous disiez que la pénétration, ça n'était pas violent, c'était agressif mais pas violent. Et en fait, moi j'ai débuté ma vie de jeune femme en ayant toujours des problèmes avec la pénétration. C'était douloureux, c'était pas quelque chose de sympa, c'était pas forcément. D'accord, mais c'était douloureux parce que c'était violent justement. Alors non. Alors en fait, après des années, j'ai fait le lien avec des soucis de viol et d'inceste, et qui faisait qu'en fait, c'était complètement psychologique. C'est-à-dire que j'avais ce sentiment quand l'homme voulait pénétrer, en gros, il n'y avait pas de choix. J'avais pas le choix. Il allait vous faire du mal et voilà, vous pouviez que laisser faire. Voilà. Voilà, j'avais pas mon mot à dire. Mais en même temps, il y a cette ambivalence. Le corps dit, mais en fait, je suis pas vraiment OK avec ça, mais j'ai pas le choix. Oui. Voilà. Et donc vous subissiez, sauf que votre corps n'était pas d'accord. Voilà, c'est ça. Dans votre tête, vous étiez d'accord, mais votre corps, lui, disait non, ça va faire mal, j'en veux pas. C'est ça. Et bon, pour le coup, mes réponses, elles étaient pas du tout adaptées, puisque pour le coup, j'avais plutôt des rapports où je reprenais on va dire, je me positionnais plutôt comme dominant. Donc en fait, il fallait que comme je devais subir et que j'avais pas le choix, finalement, je devais sortir vainqueur. Et donc, il n'y avait rien d'agréable dans ce côté d'être pénétré. Il fallait que quand l'homme avait fini ce qu'il avait à faire, il se sente un peu minable, on va dire. Alors justement, vous faisiez quoi pour qu'il se sente minable? Ça m'intéresse, cette notion de... Comment vous faisiez pour être vainqueur, vous? En fait, c'est dans le côté pas vraiment de tabou, oui, vous affichiez, vous affichiez une sexualité de Diane Chasseresse. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, c'est ça, mais qui, pour le coup, n'était ni satisfaisante ni agréable. Oui. Jusqu'au jour où j'ai décidé que non, en fait, c'est pas ça. Pour moi, on va dire un petit peu comme certainement beaucoup de femmes, j'y ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux être, c'est pas ça que je veux. Et donc j'ai tout stoppé pendant plusieurs années, près d'une décennie, où je me suis reconstruite, moi. Bravo. Et en fait, je me suis abstenue, on va dire. Alors Vanessa, merci de ce témoignage qui va peut-être faire un déclic chez de nombreuses femmes. Oui, on va vous laisser terminer, vous inquiétez pas. Mais déjà, on voit bien dans ce que vous subissiez d'une pénétration qui n'était pas désirée et que vous essayez de reprendre le pouvoir. On voit bien que ça disait quelque chose de votre parcours. Voilà, c'est ça que je veux souligner parce que ça peut aider celles qui nous écoutent. Et je vous laisse continuer, pardon. Voilà. Et par la suite, je me suis intéressée un petit peu plus au tantrisme. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je passe, on va dire en guise de préliminaire, beaucoup de temps à moi m'approprier le sexe de l'autre et le corps de l'autre par des massages tantriques qui me permettent de mettre un moment qui est
me détendre, moi. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup de plaisir aussi à masser, hein, bien évidemment. Mais à me dire qu'en fait, c'est doux, c'est voulu. Je sais pas comment l'exprimer, parce qu'au niveau des sensations, c'est complètement différent. Et ce qui fait que, finalement, les pénétrations ne sont plus du tout ressenties de la même façon. Elles sont soyeuses. Elles sont vraiment agréables, exactement. Elles sont agréables, elles sont... ça me laisse le temps de les appréhender et de réaliser qu'en fait, c'est moi qui en ai envie, en fait. Mais le moment avoir envie. C'est intéressant parce que vous êtes vraiment passé de ce pénis dur qui pénètre au toucher, au contact, à la chaleur, à la douceur de la peau, parce que quand on caresse, c'est très doux. Et du coup, le fait qu'il soit dur n'est plus un problème. C'est juste ce qui permet d'accueillir quelque chose de doux en vous. Et en sachant que il devient, entre guillemets, dur, parce que, bien évidemment, il faut qu'il soit ferme pour qu'il y ait pénétration. On est d'accord. Mais en fait, c'est moi qui le génère, en fait. D'accord. Et c'est pas l'animal qui me saute dessus et bam, 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 faut que je prenne. C'est qu'en fait, c'est moi qui l'accueille. C'est vous qui l'accueillez et c'est pas lui qui vous prend. Voilà, c'est ça. Et donc, avec le massage, c'est vous le moi faites qui bander, décide vous le rendez possible. Voilà, et c'est moi qui décide du moment où la pénétration va commencer. Mais avec la douceur cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion d'être agressé, ça n'est plus un sexe agresseur. Mais on voit bien quand même, si je ne me trompe pas, Vanessa, que c'était dans votre tête que ce sexe était agressif et agresseur. Hein. C'est les seules images que j'avais. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, bien sûr. C'était les seules expériences que j'avais. Vous avez fait un vrai travail de reconstruction, de réconciliation avec ce pénis. Et ouais, vraiment, merci de votre témoignage parce que c'est le travail qu'il y a à faire dès que la pénétration est difficile, quelle que soit la pénétration, quelle que soit la situation, c'est se réconcilier avec ce sexe qui pourrait faire peur alors que il est douceur, vous en avez la maîtrise, vous pouvez déclencher l'érection, vous pouvez... Et c'est ça qui est important. C'est ça. Et en fait, c'est... À la limite, même sans avoir vécu ce que j'ai vécu, hein, je pense que ça peut être aussi... on dit toujours que l'homme doit faire des préliminaires, mais je pense aussi que la femme peut être active dans ces fameux préliminaires et dans autre chose que d'avoir un sexe dans la bouche... etc. Et en fait, c'est ma façon à moi d'avoir, je dirais pas inverser les rôles, parce que c'est plutôt d'avoir fait un vrai partage des rôles, ouais, et faire en sorte que l'homme... Mais Vanessa, ce qui est très très important, et d'ailleurs c'est un des messages du tantra, même si je suis pas une inconditionnelle du tantra, mais c'est un message du tantra, c'est la femme qui quelque part est prêtresse, c'est-à-dire que c'est elle qui va accueillir l'homme, et c'est parce qu'elle s'ouvre et qu'elle l'accueille que ça fait pas mal. C'est ça. Mais si elle reste la belle au bois dormant passive qui attend tout de l'homme, forcément elle n'est pas très ouverte et ça peut faire mal. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été éduqués à ça, c'est-à-dire la femme laisse l'homme faire, s'emparer de son corps, s'emparer de son vagin, prendre, pénétrer, et du coup la femme devient par définition passive, elle subit, alors elle peut subir le plaisir et ça peut être très agréable et très positif, mais elle est en position de ne rien contrôler, alors que là on inverse les rôles. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a pas assez de préliminaires des femmes vers le corps des hommes, il y a encore une timidité, une peur, alors que justement s'approprier le pénis, et pour beaucoup de femmes, elles aiment placer leur partenaire elles-mêmes, et parce que ça permet d'équilibrer et de sortir de ce schéma qui est quand même très récurrent de pénétration. Quand je parle de la femme qui s'ouvre, il y a quand même une chose sur le plan anatomique, et vous allez être d'accord, Vanessa, c'est qu'on a nos lèvres qui sont quand même un peu fermées l'une contre l'autre pour justement éviter qu'il y ait des courants d'air, si je puis dire. Et oui, et donc c'est quand même à nous... La prise au vent, ça s'appelle. La prise au vent. La prise au vent. Et c'est à nous d'ouvrir ces lèvres. Alors on peut les ouvrir parce que
qu'on est très excité, elles vont s'ouvrir parce qu'on est très excité, ou on peut les ouvrir parce qu'on se prépare. Bien sûr. Sinon, quand le pénis rentre, il y a une lèvre qui reste un peu collée, ça fait mal. Enfin, je veux dire, moi, je sais aussi, je suis femme, quoi. Zut, il faut dire les choses quand même là. Et c'est ce qu'on va dire pendant 2 heures. Hein. Ceux qui sont un peu trop prudes, changer. On voit bien derrière ça que c'est pas la pénétration le problème. Mais non. C'est comment elle est faite et les représentations qu'on en a. Alors bien sûr, nous les hommes, on a un rôle là-dedans, il faut aussi... et des fois, on a un rôle là-dedans parce qu'on a un peu peur de ne pas y arriver, donc on essaye de contrôler, de vouloir... parce qu'on a peur que si c'est la femme qui contrôle, on n'y arrive pas. Mais voilà, on peut mûrir, on peut grandir, mais encore une fois, là, on vient bien d'illustrer cette pénétration bien accompagnée, c'est génial. Merci beaucoup Vanessa, c'est vraiment un témoignage formidable pour introduire la pénétration. N'est-ce pas? Avec plaisir. Allez, vous le savez, c'est la fête des mères dans 2 jours. Dans 2 jours, oui. Et oui. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir ce dernier bracelet personnalisé de la collection Lettres de leventalafrançaise.com. Vous pouvez bien sûr aller voir sur ce site leventalafrançaise.com à quoi ça ressemble, parce que vous pourrez vous en procurer si vous le voulez. En tout cas, c'est un beau bracelet, finition dorée, fabriqué en France, confectionné à la main, cordon garanti à vie, qui résiste à l'eau, et vous pourrez mettre l'initiale du prénom que vous voulez sur ce collier. Si vous voulez le recevoir, vous appelez dès maintenant le 0826 300 300. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. On va parler des artifices de séduction extérieure. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, la séduction, figurez-vous, Philippe Arlin, c'est une grande enquête qui a été menée et c'est une enquête scientifique. Il a été démontré qu'on allait plus facilement sombrer sous le charme de quelqu'un dans des conditions extrêmes. Par exemple, si on vous séduit en haut de l'Everest, eh bien, ça marchera mieux que banalement sur la place de votre village. Alors, sachant ça, ça prouve qu'il existe une corrélation entre anxiété, excitation et séduction. C'est intéressant déjà. Hein. Donc, sachant cela, messieurs, faites preuve d'un tout petit peu d'imagination. Par exemple, invitez plutôt votre future maîtresse, du moins ce que vous avez envie que ça devienne, voir un film d'épouvante ou un thriller plutôt qu'une comédie. Hein. Contrairement à ce qu'on dit, il vaut mieux lui faire peur que la faire rire. C'est intéressant. Hein. Et puis, par exemple, ce qui marche très très bien, emmenez-la dans une fête foraine, faites-lui vivre des sensations fortes, ou alors, pourquoi pas, et ça on le sait, hein, les motards ou les gens qui ont des voitures sportives, ça marche bien, hein, pour séduire les femmes. Donc ça doit être pour ça, parce que la vitesse grise... C'est vraiment, on est en plein courant d'air comme tout à l'heure, là. Non, mais c'est intéressant, ça a été vraiment démontré scientifiquement quand même, c'est pas rien, hein. Mais il y a aussi cette notion d'exaltation. Quand vous vous retrouvez en haut de l'Everest, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc il y a toute cette exaltation. Donc la rencontre qui se place à ce moment-là, elle a cette aura d'exaltation. Et effectivement, ça vient relier tous les sens du plaisir, des émotions. Alors bon... C'est vrai que sur la place du village, voilà, donc c'est vraiment intéressant. On y est très souvent sur la place du village. Alors... N'allez pas jusqu'à commanditer quelqu'un pour qu'il lui fasse peur et que vous la sauviez. Mais je pense que c'est pas qu'une notion de peur, il y a aussi une notion d'exceptionnel. Être en haut de l'Everest, c'est pas tant la peur que de vivre un moment extraordinaire. En haut de l'Everest, je ne sais pas si on a encore les moyens de faire un acte sexuel. Ah, mais on peut séduire sans... Mais on est ravis de descendre pour justement s'y mettre. Ah oui, mais ça va être long. Hein. Mais je suis pas sûre que les Vosges, ça suffise. Peut-être aller dans les Pyrénées, ça sera mieux. Peut-être, ou dans les Alpes. Non, mais toujours est-il que c'est intéressant parce qu'on aurait tendance plutôt à être romantique pour essayer de séduire. Et ça va à l'encontre d'une idée reçue. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce Love Conseil. On aurait tendance à penser plutôt qu'il faut être romantique, un soir de clair de lune, etc. Alors pourquoi pas un soir de clair de lune, mais avec des chouettes ou des chauves-souris qui font peur, qui arrivent du noir. Alors on va faire un soir d'orage. Voilà. Sur une mer déchaînée en Bretagne. N'est-ce pas? Pourquoi pas? Mathias, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathias. Enchanté. Merci de réagir. Vous êtes médecin, je crois, hein? Non, mais je travaille depuis plus de 15 ans avec les gynécologues. D'accord.
Et vous travaillez sur des traitements, c'est ça? Oui, j'ai travaillé sur des traitements, j'ai travaillé sur des implants. Des implants pour le pénis? Non, pour la femme, pour les bandelettes sous-urétrales, pour éviter l'incontinence. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, oui, oui. ok. Voilà, j'ai travaillé aussi sur les implants chez la femme pour éviter les prolapsus. Et puis après, j'ai fait la promotion de différents traitements, et notamment des traitements pour l'incontinence. Et la majorité Alors, l'incontinence féminine, moi, je m'y connais bien parce que j'y travaille depuis très longtemps. Elle est très importante. Et bien, généralement, elle est corrélée avec des problèmes de douleur au niveau du rapport. Et c'est généralement le triptyque rapport douloureux, sécheresse vaginale et fuite urinaire. Et fuite urinaire, voilà. Et s'ajoute des fois là-dessus des problématiques de cancer. Donc là-dessus, vous avez la triple peine parce que derrière, généralement, vous n'avez plus d'hormones, donc ça accentue les sécheresses vaginales et ça accentue aussi les rapports douloureux. Donc là, c'est le combo. Et ça reste, les fuites urinaires, ça reste un tabou, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui osent chez l'homme, pas. chez la femme, les deux. Hein. Oui, chez l'homme aussi, c'est tabou. C'est vrai. Voilà, deux. Et pourtant, il y a des traitements qui sont très peu connus, qui marchent très bien, notamment chez la femme, et qui guérissent, notamment sur l'incontinence d'effort, qui guérissent à 90% en 3 séances l'incontinence d'effort, quoi. Et moi, je l'ai essayé avec des gynécologues qui travaillent avec moi sur des échantillons de patientes. Moi, je m'en rappelle toujours, à la deuxième séance, j'en ai une qui m'a sauté dans les bras, qui m'a dit « Je vous remercie, vous me rendez une deuxième jeunesse ». Mais c'est vrai, parce que c'est complètement handicapant. Déjà, si on était plus à même de prévenir les femmes sur toutes les questions du périnée, notamment, même pas forcément après un accouchement, non. Et on avancerait déjà bien. Hein. D'ailleurs, on en parlera après 15 heures avec quelqu'un qui travaille sur les questions du périnée, justement. Je ne sais pas ce que vous avez à dire sur ce sujet, d'ailleurs, Mathias. Disons que la rééducation du périnée n'est qu'un stade. Qu'elle soit bien faite ou mal faite, si elle est insuffisamment faite... ça, bien sûr, mais c'est peut-être déjà le premier stade. C'est la première marche. Oui, on est d'accord. C'est la première marche. Après... vous avez le phénomène du vieillissement et du relâchement tissulaire qui fait que chez la femme, inévitablement, si en plus elle est sportive, vous commencez à rentrer dans toujours le même triptyque de... Mais ce qu'il faut déjà dire aux femmes, c'est qu'il y a 2 sortes de fuites urinaires. Il y a la fuite urinaire quand on a envie d'uriner et qu'on ne va pas assez vite aux toilettes ou on va perdre un tout petit peu. Ça, c'est pas grave. Il suffit juste de prévoir et d'anticiper et de ne pas attendre le dernier moment. Et puis après, il y a les vraies fuites urinaires, comme vous l'avez dit, notamment à l'effort. Quand on se penche, quand on tousse. Les débuts de stade. Oui. Parce que vous êtes gradué en plusieurs stades. Et les fuites urinaires de début de stade, ça se traite. Maintenant, les fuites urinaires avancées, c'est encore et toujours la bandelette sous-urétrale. Absolument. Mais on n'a pas trouvé mieux, pas encore. Mais je voudrais dire que c'est quelque chose d'éprouvé qui marche bien. Mais de l'autre côté, vous avez le choix réellement dans l'alternative sur les débuts de stade au niveau des traitements. Voilà. Et ça existe et ça marche très bien. Il faut en parler. Il faut en parler et malheureusement, pas beaucoup de médecins n'en parlent et pas beaucoup, et l'info ne remonte pas toujours auprès des patientes. C'est bien d'en parler, justement. Je sais que j'ai fait la promotion d'un système développé en France qui travaille par la radiofréquence et qui fonctionne très bien. Vous avez 3 séances de 18 minutes. À la deuxième, généralement, 80% des patientes sont nées.
Alors ça, sur toutes ces choses-là, c'est encore très, très... bon, je ne me prononcerai pas parce qu'on a des avis qui sont... Ça marche très bien, je veux vous dire. Oui, j'entends ce que vous dites, mais j'ai quand même le droit de dire que d'autres personnes sont très sceptiques sur ce traitement-là, qui sont des gens qui sont dans le milieu médical. Hein. Mais je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas, j'en sais rien, moi. Je dis juste, je suis obligé... Moi, je sais que le produit, le système pour lequel j'ai collaboré, qui a été développé, ça a été développé en France avec un grand professeur dont je tairai le nom, sur un CHU. Donc ça a été éprouvé sur des dizaines de cas et les retours sont excellents. Moi, je sais que les questionnaires d'évaluation de ma part ou de collègues d'autres régions remontent 97% de taux de satisfaction patiente après traitement. Donc... En tout cas, moi, je pense que ce qui est important, surtout à vous entendre, c'est que les auditrices sachent qu'il existe des solutions, qu'elles expérimentent, qu'elles demandent, qu'elles se renseignent. Parce que effectivement, on reste trop avec ce type de problème en pensant qu'on est condamné. Et les fuites urinaires, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est un handicap dans la sexualité. C'est un handicap énorme. Et on finit par éviter la sexualité. Bien sûr. Alors qu'il n'y a pas de raison. On n'a pas confiance dans son corps et donc c'est pas possible. Ça bloque vraiment. Et en avançant dans l'âge, c'est de plus en plus problématique. Bien sûr. Ah bah quand on avance en âge, il y a tout qui se ramollit. Hein. On est bien d'accord. En tout cas, merci beaucoup Mathias d'avoir pris la parole. Merci à Mathias. vous. Je crois qu'on a notre gagnant qui est avec nous. Bonjour William. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour William. Bonjour. Eh bien, vous êtes le dernier à gagner, en tout cas dans cette émission, à gagner le bracelet personnalisé de la collection Lettres, leventalafrançaise.com, mais pas le dernier, puisque c'est jusqu'à ce soir que vous pourrez peut-être gagner dans d'autres émissions, donc restez sur Sud Radio. En tout cas, vous l'avez, ce bracelet personnalisé, vous pourrez choisir la lettre initiale de votre choix. Alors, ce sera quoi? Ce sera le W ou une autre lettre? Ah, ce sera le A. Le A, d'accord. Voilà, l'initiale de ma femme. De votre femme, qui est maman, donc j'imagine. Oui, qui est maman, exactement, oui, c'est pour... Voilà, ça va être ma femme, et comme voilà, c'est pour la remercier d'être la mère qu'elle a été. Ah, comme amour. Exact, aussi, oui. Voilà, oui, moi je pense, hein, on va le prendre comme ça, le A. À moins que vous ayez envie de donner son prénom, hein, je sais pas. Mais vous êtes pas forcément... Oui, ça s'appelle Andrea. Andrea, c'est joli. Oui, Andrea. Eh bien, merci en tout cas et bravo d'avoir gagné, William. En tout cas, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ces magnifiques bracelets, vous allez sur le site leventalafrançaise.com et vous pourrez peut-être aussi vous en procurer un et marquer l'initiale de la personne que vous aimez. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Arlin, nous évoquons aujourd'hui la pénétration avec ses avantages, ses inconvénients, ses douleurs, ses plaisirs. Et Fabienne est avec nous. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Fabienne. Donc je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai eu à une époque, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, des petits soucis à la pénétration. En fait, c'était toujours du même côté. J'avais l'impression, je sais pas, d'avoir une peau très fine, plus fine que l'autre côté. Ça me faisait cet effet-là. C'était quoi, côté droit? Alors, quand on est debout, c'était à gauche. À gauche, ok. Voilà. D'accord. Et c'était juste à l'entrée, c'est ça ou... Un petit peu vers le milieu, on va dire. Dans le vagin, donc? Oui, exactement. Et donc voilà, on a essayé de mettre des lubrifiants. Mais du coup, après, j'avais peur, alors je me refermais. Ah oui. Et donc, à la fin, j'ai réussi à résoudre le problème. Je ne sais plus trop comment, parce que là, maintenant, ça va. Et j'ai eu un autre problème aussi une fois. D'ailleurs, je vous avais appelé à ce moment-là. J'avais rencontré quelqu'un qui avait un très gros sexe. Oui, et ça peut faire mal, oui. Et j'ai eu peur surtout, parce que moi, ça m'était jamais arrivé.
voilà, quand je l'ai touché, j'ai dit oula, oups. Ça passera pas. C'est quoi ce truc? J'ai dit bon, j'ai eu un enfant, il n'y a pas de raison que ça puisse pas. Mais après, on a discuté avec lui. Enfin, cela dit, oui, vous avez peut-être eu un enfant, mais ça fait mal quand ça sort. Hein. Ouais. Et puis ça met du temps à sortir. Donc si vous devez mettre aussi longtemps à faire rentrer son pénis qu'à sortir un enfant, ça va être des rapports sportifs. J'avais eu une péridurale, donc j'ai rien senti. Ah oui, bah voilà. Ça a été de la rigolade. Ouais, enfin, pénétration sous péridurale, je le conseille à personne, hein, franchement. C'est un peu compliqué. Et donc, je vous avais appelé, et je sais plus, c'est peut-être vous qui étiez là d'ailleurs, Philippe Arlin, c'est possible. Vous m'aviez conseillé de faire une sorte de relaxation avant pour dire, bon, bah voilà, j'ai élargi l'entrée. Et en fin de compte, bah, ça s'est super bien passé. Il n'y a jamais eu de problème écrit. Comme une lettre à la poste. Exactement. Mais vous avez préparé. Vous avez préparé. Voilà. Et pour lui, c'était un problème parce qu'il me disait qu'il y a des femmes qui le quittaient pour ça. Parce que vraiment, elle pensait qu'elle n'y arriverait jamais. Donc moi, c'était quelqu'un que j'aimais. J'étais vraiment très amoureuse de lui. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je ne vais pas rester bloquée à cause de ça. Et de toute façon, c'est un truc que je trouve assez intéressant. C'est un des rares trucs, d'ailleurs, je trouve intéressant dans le Kama Sutra. C'est bien d'expliquer que il y a quand même un petit problème de taille, plus d'ailleurs de diamètre que de longueur. Hein. Bah oui. C'était pas la longueur du tout le problème. Voilà. Non, puis même sur la longueur, il y a des anneaux qui existent qu'on pose sur le pénis qui permettent de freiner. C'est très facile de régler un problème de longueur. Par contre, un problème de largeur. Quand ça tape au fond, c'est pas très agréable. Non, mais on peut retenir. Il y a des freins qui existent, des anneaux qui se posent et qui évitent que l'homme, même s'il a un va-et-vient un peu dynamique, vienne justement taper au fond. Et par contre, présenté ce problème. La largeur, c'est très complexe à régler et vous avez fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire un travail de dilatation progressive, de détente, d'assouplissement. Voilà. Et après, quand votre corps s'y habitue, après, ça va. Voilà. Et puis, il y a des très doucement. Et puis, non, vraiment, je m'en étais fait tout un cinéma et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très large, je suis plutôt un peu serré. Mais non, c'était... Voilà, c'est quand même... témoigner pour d'autres femmes qui rencontrent... Merci pour ça. C'est des hommes aussi, parce que pour eux... Oui. Des fois, c'est embêtant, quoi. Ben c'est clair que ça peut faire peur et puis c'est vrai que ça demande un tout petit peu de préparation, pardon. Mais ce qui est intéressant, si on reprend notre premier témoignage d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement là aussi le fait que vous preniez le temps d'aller vous approprier son pénis, c'est-à-dire de vous familiariser avec, de vous l'approprier, il fera de toute façon moins mal en rentrant. Oui, et je le trouvais en fait pas très dur. Il était ferme, mais... Alors ça, c'est vrai que les pénis, plus ils sont gros... Les très gros pénis sont moins ils sont rigides. Durs. Moins ils sont rigides. Hein, ça faisait souple. Il faut imaginer tout le sang qu'il faut faire rentrer dans les corps caverneux. Ça fait beaucoup. Hein. Ah ben oui. Hein. Les petites sont vigoureuses, les grosses sont plus fainéantes, dit-on. Je sais pas, petite, oui. Mais vous avez réussi et c'est ça qui compte. Et cette pénétration, après, elle était agréable. Ah oui. Voilà, agréable. c'est ça qu'il faut entendre. Très agréable. Plus agréable d'ailleurs qu'avec les autres personnes qui avaient des sexes, on va dire, normaux, et où ça me chauffait parce que ça dépend aussi comment la personne bouge. Parce qu'il y a des fois, moi je suis plus slow sex que à fond là, manette. Et du coup, quand ça commence à chauffer, on est hyper crispé. Je crois que ça doit être de pire en pire, la douleur. La sensation d'échauffement lors de la pénétration, c'est quelque chose qui ne va pas aller en diminuant, donc il faut arrêter le rapport parce que ça peut. Ou alors, il faut vraiment réfléchir à avoir une meilleure lubrification que celle que vous avez en rajoutant du lubrifiant ou autre chose. Et c'est aussi des sensations qu'on peut avoir avec des préservatifs. Donc si vous avez ça, quand vous utilisez un préservatif, changez de préservatif et prenez des préservatifs à base de
de polyuréthane. Donc il y a les skins, entre autres, qui sont... En gros, il ne faut pas de latex, parce que le latex, à force, peut provoquer cette sensation de brûlure. Donc, s'il y a ce genre de douleur à l'occasion d'une pénétration avec préservatif, évidemment, il n'est pas question de ne pas en mettre, parce que si vous en mettez, il y a une raison, mais de prendre des préservatifs qui ne sont pas à base de latex. Donc, comment ça s'appelle? Sur le polyuréthane, il y a les skins, c'est les analergiques, hein, vous regardez sans latex. Voilà, et en plus, pour l'homme, c'est plus agréable parce qu'en général, ils transmettent mieux la chaleur. Donc, on les sent moins. Donc, il y a... En tout cas, les brûlures peuvent être liées à ça. Ah oui, parce que je me rappelle à l'époque, là maintenant, commencement, j'ai plus personne, j'ai pas de problème de ce côté-là. Bah si, c'est d'autres problèmes. Mais non, mais en tout cas, oui. Encore une fois, il y a deux sortes de douleurs essentielles. Il y a la douleur qui chauffe pendant le rapport, parce que le rapport est soit pas assez lubrifié, soit trop violent. Et puis il y a la douleur à la pénétration qui, puis si elle ne s'arrête pas ou si elle s'amplifie, là il faut vraiment aussi, parce qu'on peut avoir une petite sensation désagréable au moment de la pénétration, mais qui normalement disparaît. Et je suis allée voir un gynécologue, il m'a dit que je n'avais pas de problème particulier, il n'y a rien de... Oui, physiquement, tout allait bien. Oui, il faut savoir quand même que sur un problème de douleur à la pénétration, l'examen gynécologique, la plupart du temps, ne détecte rien. Oui, et puis encore une fois, beaucoup de douleurs sont dues au fait qu'on n'est pas tout à fait détendu, pas tout à fait. C'est pour ça qu'il n'y a rien en apparence si on fait un examen gynécologique. Voilà, c'est bien toute la délicatesse de cette émission aujourd'hui qui montre bien dans les témoignages qu'on va avoir, j'imagine aussi dans la deuxième heure, que c'est pas qu'un problème de physique, c'est aussi un problème de symbolique, absolument. Merci beaucoup Fabienne, en tout cas. Je vous propose une petite devinette avant les infos. Philippe Arlin, quel est le point commun entre une bouteille de champagne et un éjaculateur précoce? On pourrait trouver la réponse, on imagine, on a l'image déjà. Hein. Allez, on fait une petite pause, on écoute les infos et on se retrouve bien sûr pour continuer à parler de ce sujet. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Vous êtes basé à Poitiers, je le rappelle, mais vous pouvez également faire des thérapies par Zoom. Hein, donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas dans cette jolie ville de Poitiers. Et puis, on va continuer évidemment aujourd'hui à parler de la pénétration. Bon, je crois qu'on a déjà dit des choses importantes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à dire hein, sur ce sujet tellement important. Quand on parlait tout à l'heure du physique et du psychique, n'oublions pas les contractions musculaires. C'est-à-dire si notre tête ne veut pas, nos muscles se contractent, et si nos muscles en bas sont contractés, on ne rentrera pas. Hein. Ça s'appelle du vaginisme. Oui, et effectivement, personne ne rentrera. Oui, c'est un réflexe musculaire très extrêmement compliqué. Puissant, puisque ces muscles ont la force d'expulser, encore une fois, le fœtus. La musculature du périnée est très forte. Donc si les muscles sont contractés, eh bien on est à un passage en force. Donc ça fait extrêmement mal, voire c'est impossible. Donc c'est là que la tête rejoint le corps, puisque c'est très important de comprendre qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois détendre la tête, mais il faudra aussi apprendre à détendre le corps, parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, parce qu'elles sont dans l'acceptation, elles ont fait le travail d'accueillir au moins psychiquement l'idée de ces rapports. Pour autant, s'il n'y a pas un travail physique de fait au niveau du périnée pour apprendre à le détendre, eh bien, ça sera toujours pas possible. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est l'union des deux. Alors, la petite devinette du jour, quel est le point commun entre une bouteille de champagne et un éjaculateur précoce? Il mousse beaucoup trop vite. Oui, en fait, la vraie réponse, c'est ne jamais secouer avant de s'en servir, sinon on prend tout sur la gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes d'accord hein? Ah bah, complètement. Bon. Nous avons maintenant Elena qui nous rejoint. Bonjour Elena. Bonjour Brigitte, bonjour. Bonjour Elena. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de partager mon expertise.
Alors, nous sommes avec Philippe Arlin, aujourd'hui sexothérapeute. Vous avez un site qui s'appelle monintimité.com et vous avez envie de nous en parler parce que vous proposez des programmes de musculation du périnée, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, le site, c'est monintimité.fr. Excusez-moi, j'ai une erreur sur mon conducteur. Il n'y a aucun souci. Mais même si vous tapez comme, vous allez quand même tomber sur mon site. Bon, tout va bien alors. Oui, a priori. Et effectivement, je propose des programmes pour, disons, se connecter à son périnée. Et pour certaines femmes, il s'agira plutôt de le renforcer, de se mettre en lien avec lui, d'apprendre. Alors déjà, attention, parce que quand vous dites se connecter à son périnée, c'est plus facile de se connecter sur Google que de se connecter à son périnée. Oui. Parce que c'est très compliqué, justement. C'est tout le problème du périnée. C'est qu'en fait, si au départ, si on n'est pas un peu très très clair sur l'anatomie, moi je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont incapables de se connecter sur leur périnée. Vous êtes d'accord, Philippe Arlin? Ah oui, complètement. Et c'est justement certains exercices qui vont aider à prendre conscience du périnée, parce qu'en faisant certains types de contractions, on voit bien quels sont les muscles qui sont sollicités. Je trouve que c'est comme ça qu'on prend conscience de son périnée, et qu'à partir de ce moment-là, après, on peut s'y connecter. Tout à fait. Mais en fait, c'est vraiment au cœur de mes programmes. On commence par la pédagogie, on commence par visualiser les planches anatomiques. Très bien, pour déjà savoir ce que c'est. Ensuite, on commence à visualiser dans son corps et le palper dans son corps. Et ensuite, on étudie la technique de contraction et de relâchement du périnée. Parce que voilà, certaines femmes, comme vous mentionnez bien, ont besoin de renforcer leur périnée, mais d'autres femmes ont besoin d'abord d'apprendre à le détendre. Et puis ensuite, apprendre à le contracter et relâcher, parce qu'un périnée qui se détend pas, ça signifie pas non plus que c'est un périnée qui est fortifié, en fait. C'est un périnée qui est crispé, en fait. C'est une crampe. Ouais, c'est une crampe, comme une crampe au mollet. Et voilà, et c'est pour ça que ça peut être très douloureux aussi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, mes programmes incluent justement ce travail de conscientisation, d'apprentissage de contraction et de relâchement. Mais pas seulement, hein, c'est vraiment ce que j'apprends aux femmes, c'est de comprendre que le périnée, c'est vraiment la clé, c'est la fondation pour ressentir du plaisir, parce que les contractions et les relâchements conscients et rythmiques du périnée, c'est une source de plaisir en soi. Et petit à petit, en fait, en travaillant d'une manière spécifique, on arrive à réveiller, à développer aussi cette capacité de ressentir du plaisir charnel grâce au travail volontaire du périnée. Et ensuite, aussi, les contractions rythmiques et volontaires peuvent induire des contractions involontaires de la paroi vaginale, qui est une source de plaisir. Donc, ce sont des sensations orgasmiques, voluptueuses, qui sont agréables pour la femme et aussi pour l'homme. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans le travail sur le périnée, c'est que ça permet aussi aux femmes d'un petit peu plus prendre conscience de leur bas-ventre. De devenir actives dans leur sexualité. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi au cœur de mes programmes. C'est ce que je prône, en fait. Je suis vraiment pour la sexualité pénétrative heureuse, et où la femme peut être dans l'énergie yin réceptive. Donc là, on reçoit l'énergie masculine, ce qu'on sait grosso modo faire et ce qui est prôné par les siècles et les siècles, et ce qu'on a l'habitude de faire. Mais la femme peut aussi être dans l'énergie plutôt proactive, yang, où on va donc du coup contracter son périnée d'une certaine manière et jouer aussi avec sa respiration, son ventre, pour happer et aspirer le sexe masculin au lieu d'être pénétré. Et juste imaginer, en fait. Donc, oui, au bien lieu sûr. de se dire, OK, j'attends d'être pénétré, non, je suis au contraire proactive. J'invite le sexe féminin, je l'invite, je décide du rythme auquel je l'accueille à l'intérieur de moi, et c'est moi, à mon rythme. Voilà, j'ai envie de le goûter. À condition évidemment que le partenaire suive. Voilà, parce que parfois il y a un partenaire qui est de toute façon hyper actif, si je puis dire, et là à ce moment-là c'est difficile. Oui. Mais c'est ça ce qui est intéressant en fait. Ça quelque part ça renvoie à les relations dans le couple. En fait, on
on reprend ces deux rôles, le yin et le yang. Et c'est vrai pour la femme et pour l'homme. Parce que pour l'homme, donc ça peut aussi apprendre à l'homme d'être dans cette réceptivité pour dire, ah ma chérie, je te laisse m'occuper de moi. Et voilà, je te laisse m'offrir aussi ta capacité à me donner du plaisir. Et c'est ça ce que je trouve génial, en fait, dans cette maîtrise, en fait, du périnée, quand on est dans cette conscience, dans ce cheminement et dans le développement de cette capacité du périnée. Mais on voit bien excusez-moi, mais on voit bien qu'on n'a pas appris aux femmes à être proactives de leur sexualité et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant et ça participe du travail qu'on fait, y compris à travers cette émission, c'est de dire, mais voilà, cette pénétration, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. C'est quelque chose qu'on peut choisir et c'est quelque chose qu'on peut accompagner, qu'on peut même, comme vous le dites, on peut la diriger soi-même, mais sans aller même jusque-là, c'est de se rendre compte que voilà, c'est un partage, c'est un échange, il y a une collaboration autour de cette pénétration et c'est ça qui la rend agréable. D'ailleurs, moi je suis persuadée que les problèmes qu'on a aujourd'hui entre les femmes et les hommes, on est 50% responsables. C'est-à-dire que 50% les hommes, parce que beaucoup d'hommes ne prennent pas conscience que pénétrer une femme, c'est pas un acte anodin, ça passe pas tout seul. Et puis 50% des femmes sont responsables parce qu'elles ne savent pas se respecter et se préparer à être pénétrées. Donc on est tous responsables. En tout cas, sur votre site, je suppose que vous avez donc les exercices qui sont donc à la portée de toutes celles qui désirent mieux comprendre et mieux faire fonctionner leur périnée. Ah oui, tout à fait. En fait, je fonctionne par programme, en fonction de l'objectif, parce qu'on peut avoir plusieurs envies, plusieurs objectifs. En fait, j'oriente vers un programme ou un autre, où en fait, vous avez à la fois une compilation d'exercices qui sont structurés pour pouvoir progresser pas à pas, donc évoluer. Ensuite, vous avez aussi des appareils, des accessoires qui vous accompagnent dans votre travail pour faciliter la prise de conscience, pour développer différents aspects du périnée, parce qu'on peut développer cette capacité à se contracter, à se relâcher. On peut développer aussi la capacité du périnée à se contracter zone par zone. On peut développer également l'endurance et puis la puissance du périnée. Et donc, en fait, on utilise pour ça différents appareils. C'est ça ce qui rend les entraînements ludiques et permet de progresser. Et puis, j'ai des séances live qui sont incluses pour que la femme ne sente pas toute seule, parce que c'est ça aussi la difficulté, de garder la motivation. D'accord, écoutez, on les invite. C'est de prendre un appel avec moi pour en discuter. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Elena. Et donc, on peut aller sur votre site monintimité.fr et vous pourrez voir ce qui peut vous être utile ou ce qui peut vous intéresser. Philippe Arlin, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Nathalie qui va nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, nous retrouvons Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Allez-y, je vous en prie. Moi, je sais pas si c'est hors sujet, mais ça concerne quand même des douleurs, évidemment, mais c'est pas physiologique, c'est pas dû à un état, on va dire, permanent, mais faut savoir que moi, très jeune, j'ai commencé à souffrir de tout ce qui est circulation au niveau des jambes. Et les grossesses, ça aggrave énormément ce genre de problème. Ce qui fait que pendant ma seconde grossesse, que j'étais enceinte en plein été, j'ai développé une varice vulvaire. Donc c'est quelque chose d'assez douloureux. C'est très douloureux. Voilà. Et j'avais dans mon couple, en fait, mon mari à l'époque, était quelqu'un de très demandeur et qui entendait pas trop ce genre de refus. Je crois qu'il n'arrivait pas à comprendre que ça pouvait être très douloureux. Donc on avait quand même des rapports, de pénétration avec cette varice vulvaire, et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre. Forcément, oui. Sachant qu'en plus, après l'acte, il fallait que je reste allongée.
j'avais remarqué en fait que c'était encore plus douloureux si on avait la position debout aggravé la. Voilà, exactement. Donc une ou deux fois où c'est arrivé dans l'après-midi, voilà. Donc j'étais debout après. Hein. Ben, c'était encore pire. Et ça mettait quelques heures à passer en fait. Enfin, la douleur reste quand même plus ou moins, mais ça lance partout sur la jambe, au niveau de la vulve. Voilà, c'est bon, on va dire que la seule façon de ne pas avoir mal, c'était à ce moment-là l'abstinence. Hein, voilà. Bon, moi je savais pas vraiment m'imposer à ce niveau-là pour. Bien sûr, oui. Pour empêcher, même ça a dû arriver, je me souviens plus parce que ça fait 20 ans quand même maintenant, donc il y a dû y avoir des fois où j'ai refusé quand même, hein, mais le peu de fois où c'est arrivé, c'était très douloureux, voilà. Et c'est vrai que lui il avait du mal à comprendre ça. Voilà. Donc, vous avez été opéré? Alors j'ai plus de saphène, hein. J'ai été opéré des 4 saphènes. D'accord. Interne, externe, des 2 jambes, ouais. Ok. Justement, donc après ma première grossesse, une première fois, et puis après cette grossesse-là, les 2 autres saphènes, voilà, donc je n'ai plus de saphène aujourd'hui. Et je souffre toujours d'insuffisance veineuse. Hein. Voilà, ça s'est calmé après les opérations, mais là je porte de la contention régulièrement, surtout dès qu'il commence à faire chaud. Voilà. Mais j'ai plus ce problème de varices vulvaires aujourd'hui quand même. Hein. Bon, alors c'est vrai que la grossesse aggrave énormément. Voilà, le volume, le volume sanguin, tout ça, on sait que voilà, ça aggrave. Voilà, on a beaucoup plus de sang dans le système veineux, donc forcément la grossesse n'aide pas ce genre de problème. Et vous êtes toujours avec votre compagnon ou vous avez... Non. C'est une relation qui a duré quand même 20 ans, qui s'est terminée il y a 7 ans. Et mais c'est vrai qu'il fonctionnait comme ça. C'était son fonctionnement parce que pour cette naissance-là, j'ai pas eu d'épisiotomie, mais j'avais fait une éraillure, on appelle ça une éraillure d'une lèvre à l'intérieur. Donc c'est pas une coupure nette, c'est un petit peu compliqué à cicatriser. Puis vu l'emplacement, ça aussi, ça le dérangeait parce que ça avait traîné un petit peu après l'accouchement. Donc comme c'est compliqué à cicatriser. Lui, il voyait ça comme une fuite de ma part pour éviter le rapport. Mais ça, enfin, bon, encore une fois, je vous culpabilise pas du tout, Isabelle. Hein. Je sais à quel point les femmes ont subi et subissent encore, mais ça, c'est quand même inacceptable. Je veux dire, quand on a des problèmes comme le vôtre, il est évident que l'abstinence, en tout cas l'abstinence de pénétration s'impose. Après, oui, on peut jouer à plein de choses, mais on peut pratiquer la sodomie, on peut faire plein de choses, mais la pénétration vaginale avec ce que vous aviez, c'est pas possible, quoi. Tout à fait, oui. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il n'entendait pas? Enfin, c'est quand même très égoïste, hein. Oui, mais c'est vrai il est comme ça, hein, il est comme ça. Mais du coup, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez une sexualité ou pas? Oui, tout à fait. Mais avec quelqu'un de très respectueux, justement, tout à fait l'opposé, en fait. Hein. Bon, vous avez appris, c'est bien. Oui. Et vous n'avez plus mal? Non, j'ai plus je n'ai pas de douleur, non. C'est toujours l'insuffisance veineuse, mais ça reste au niveau des membres inférieurs, mais pas du tout au niveau de la vulve. Bon. Et mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a 20 ans, j'avais une trentaine d'années. Je pense que j'étais rentrée dans un fonctionnement où je subissais souvent les rapports. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la même sexualité parce que on va dire que je suis quand même quelqu'un de sexophile, vous voyez. Mais dans cette relation-là, c'était très différent parce que le lien de la relation ne me donnait pas cet élan. Oui, vous n'aviez pas de désir. Peu de fois, voilà. J'avais rarement du désir parce que lui était quelqu'un de très demandeur, en fait. On peut pas avoir envie d'avoir mal. Voilà. Oui, mais même, je veux dire, même en dehors des douleurs, parce que ça a été quand même assez ponctuel. Mais c'est vrai que... Mais Isabelle, est-ce que vous avez compris aujourd'hui qu'est-ce qui vous avait attiré chez cet homme qui, visiblement, ne vous convenait pas? Alors oui, j'ai compris, puisque j'avais vécu 10 ans auparavant, avec quelqu'un qui était un coureur de jupons, tout simplement, donc qui m'avait
copieusement trompé X fois. Et le suivant était quelqu'un de tellement rassurant, tellement bon, ce côté sérieux où je savais que qu'il ne ferait pas ce genre de choses. Enfin, on ne sait jamais, hein, de toute façon, on sait jamais. Est-ce que justement, vous pensiez qu'en acceptant malgré tout des rapports sexuels et en ayant mal, vous étiez sûr qu'il ne vous trompe pas? Peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Peut-être qu'inconsciemment. Parce que dans l'autre relation, en fait, j'avais été trompée pendant ma première grossesse. Hein, et je l'ai appris pendant la grossesse. Ça a été très violent. Du coup, peut-être qu'inconsciemment, je me disais ça, et qu'il n'irait pas voir ailleurs si je me soumettais. C'est assez curieux parce qu'on me dit tout le temps, bon, moi j'ai quand même du caractère, hein, mais dans certains domaines comme ça, je peux être tout à fait soumise. C'est assez bizarre. Bon, maintenant je l'ai compris quand même, mais je dirais qu'inconsciemment, c'était peut-être... Mais vous avez raison, il faut se comprendre. On peut ne pas savoir dire non dans quelque domaine que ce soit, d'ailleurs. Hein, on le voit aussi au travail. Hein, combien de personnes vont subir des choses parce qu'ils n'osent pas dire non. Et ça parle de nous. Hein, c'est toujours ce qu'il faut bien comprendre. Ça ne parle pas de l'autre. Hein. Même si c'est pas excusable, j'ai pas envie d'excuser cet homme. Hein. Bien sûr, mais bon, après cette séparation, j'ai fait un travail sur moi, j'ai compris beaucoup de choses, d'où ça venait, notamment de l'enfance, puisque moi j'ai une mère violente en parole et en acte, donc j'étais habituée à la violence. Ce qu'on m'a dit en thérapie, c'est que voilà, pour moi, je l'acceptais plus facilement que quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose que j'avais vécu toute petite. Ça faisait partie d'un langage familier. Voilà, tout à fait. Ça ne ressemblait pas à quelque chose d'anormal puisque vous avez grandi dans ce milieu-là. Oui. Je l'acceptais plus facilement que d'autres. Et d'ailleurs, après cette relation, je suis tombée dans encore une relation encore pire. D'ailleurs, j'en entends souvent parler. Et c'est pas anodin le terme que je vais utiliser parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment une personne perverse narcissique. C'était un vrai pervers narcissique et pas juste comme... Beaucoup de gens, c'est vrai que ça devient un terme un peu galvaudé. Et lui, non, en l'occurrence, il avait été diagnostiqué et tout. Et là, on va dire que ça a été le gros travail encore après cette relation de 20 ans. Celle-là n'a duré qu'1 an, mais ça a été d'une violence inouïe. Et là, je pense que c'est là que vraiment je fais le travail de comprendre que... oui, parce que quand on est dans ce genre de choses... Il faut arrêter de payer pour être aimé, quoi. Ouais. Voilà, et là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire un travail de reconstruction parce qu'on a été bien démoli, oui. Mais du coup, c'est vrai que j'avais un peu de mal à rentrer dans la relation actuelle, qui était très différente, où ça n'avait pas du tout commencé par ce côté passionné. D'accord, mais c'est une relation qui va bien, donc ça prouve que vous avez fait bien le travail, Isabelle. Bravo. C'est celle qui vous guérit. Donc ça, bon, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Isabelle. On fait une petite pause. On va retrouver le sexo-conseil, le sexe et la météo. Et ensuite, on va aborder la question de cette future loi sur le droit à l'aide à mourir avec Philippe Loella qui nous rejoint dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Philippe Arlin, vous avez remarqué, en tant que sexothérapeute, le soleil, le beau temps, c'est mieux pour le sexe. Bon, on sait que le soleil, c'est bénéfique pour notre organisme, pour notre morale et également, évidemment, pour notre libido. Il suffit de constater déjà comment, après un bain de soleil, on se sent particulièrement disposé pour une sieste coquine. Enfin, il me semble. Enfin, ça n'engage que moi, mais je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. En fait, le soleil, c'est un booster de libido pour de nombreuses raisons. D'abord, il y a cet élément organique non négligeable. Par exemple, la vitamine D, elle est bénéfique pour notre désir. Or, elle est plutôt en carence quand ça manque de lumière et de chaleur. Donc déjà, on a cette fameuse vitamine D. On le sait qu'il est plus présente dans notre organisme. Ensuite, il y a la vitamine E, qui serait la vitamine du sexe par excellence. Moi, je sais pas, je regarde des enquêtes. Parce que la vitamine E comme érection, peut-être, mais c'est plutôt une vitamine antioxydante
Bon, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, de toute façon, on a remarqué qu'on se portait mieux les mois d'été, puisqu'on connaissait l'expression « il passera pas l'hiver hein, », qui est horrible, mais qui était assez juste dans les temps anciens quand il n'y avait pas de chauffage central. On se sent mieux dans son corps, donc on est forcément plus apte à s'habiller de manière séduisante. On profite mieux des plaisirs, puisque par exemple, on va prendre plaisir à sortir. On sort plus l'été que l'hiver. Donc tout ça fait que évidemment c'est bon pour notre morale. Il y a moins d'états dépressifs l'été, donc forcément la libido va mieux. Et puis je crois aussi aux effets positifs de la nature qui est plus luxuriante, surtout au printemps. Il y a une sorte de sève, pourquoi pas aussi dans nos artères. Hein. Et puis franchement les fleurs, les oiseaux qui chantent, ça incite plus à l'amour charnel que le paysage, le ciel gris et les arbres nus. Hein. Ah, quoique, se retrouver au chaud devant un feu de cheminée peut être aussi très propice à la sexualité. Avec les écolos, ça va bientôt être interdit, les feux de cheminée, de toute façon. Donc on va rester sur l'été, alors. On est d'accord. Ouais. Bon, et puis il y a un autre aspect qui mérite d'être souligné. Le soleil a un effet vasodilatateur. Bien sûr. Et donc ça favorise... C'est le plus important même. L'érection du clitoris et du pénis, évidemment. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pour ça que la sieste au soleil... Il y a un échauffement du sang qui va aussi jouer sur notre désir. Parce que quand on parle d'aphrodisiaques, les aphrodisiaques qu'on connaît sont tous des produits qui vont vasodilater les vaisseaux. Donc la chaleur le fait très bien. Donc, je suis obligée quand même de dire qu'on ne s'expose pas au soleil durant les heures trop chaudes et on met des crèmes sur les seins parce que c'est une zone très fragile. Mais exposer ses organes génitaux un tout petit peu au soleil avant un rapport sexuel, ça peut être un bon aphrodisiaque. Pas évidemment sur une place publique. Petit peu. On est bien d'accord, parce que un coup de soleil sur le pénis... Et les testicules n'aiment pas trop la chaleur. Non, ça c'est sûr. C'est avant un rapport sexuel, si on veut se reproduire, c'est pas le but. On est bien d'accord. Voilà. Bon, bref, c'est donc le bon moment pour remettre sa sexualité en route. On y va. Et alors justement, puisqu'on parle de sexe, le sexe et la mort, il y a un sujet, c'est un sujet philosophique presque, hein, Philippe Arlin. C'est un sujet qui a toujours été mis en relation, puisque le sexe va donner la vie. Donc c'est dans ce sens-là qu'il s'oppose à la mort. Et on retrouve souvent les deux l'un à côté de l'autre. Sexe et mort, pulsion de vie, pulsion de mort. C'est toujours intéressant. Et donc je trouvais utile qu'on évoque dans cette émission cette future loi sur le droit à l'aide à mourir. C'est un petit peu enfin on en parle déjà depuis pas mal de temps. Hein. Je crois qu'on en parlait avant les élections législatives. Ça a été remis de côté, c'est remis en avant. Et nous accueillons Philippe Loéac. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on se connaît bien puisque je vais pas le cacher, je fais aussi partie de l'ADMD, l'association du droit à mourir dans la dignité. Hein. Je rappelle aussi qu'on peut retrouver cette association sur le site admd.org. Et vous êtes délégué général de cette association qui est déjà avec de nombreux membres, hein, je crois. Ah oui, nous sommes 81 000. On est... j'ose pas dire qu'on est en pleine expansion parce que c'est quelque chose de constant depuis la création de cette association il y a 45 ans, en 1980. Donc c'est une association qui aujourd'hui, effectivement, milite pour le choix à maîtriser sa fin de vie. Effectivement, il y a la question de l'aide active à mourir, l'euthanasie et le suicide assisté, mais aussi un accès universel aux soins palliatifs qui est inscrit dans la loi depuis 1999, mais qui n'existe pas réellement en vérité. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est que chacun puisse choisir librement ce qui lui convient, effectivement dans un cadre républicain, dans le cadre législatif, mais qui ne s'en sente à aucun moment contraint par quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut des moyens pour les soins palliatifs, mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'ils soient entendus dans des demandes qui sont recevables et légitimes, qui sont celles d'abréger une agonie et de mettre fin à des souffrances qui sont inapaisables, qu'elles soient physiques ou psychiques. Alors, on sait qu'il y a aujourd'hui peu de vrais débats. Moi, j'ai toujours l'impression, quand j'entends dans les médias, soit on a quelqu'un qui est totalement contre, pour des raisons qui sont très souvent religieuses ou même philosophiques,
Ou alors on a des gens qui sont très persuadés, qui vont avoir le courage de mettre fin à leur vie si jamais, etc. Moi, j'ai aucune opinion personnellement. Je sais que j'aimerais avoir cette liberté-là, mais je suis pas sûre que j'aurais recours. Et je crois que il faut avoir cette lucidité-là, quoi. Face à la souffrance, face à un handicap, face à la fin de vie, je ne sais pas comment je vais réagir, et je crois que personne ne sait comment il va réagir. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux avec ça? Complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit, Philippe, c'est la liberté d'eux. C'est-à-dire que personne n'est obligé de quoi que ce soit, mais d'avoir la liberté de faire un choix en ce qui concerne mettre fin à des souffrances qui durent depuis trop longtemps, à une maladie, enfin, je vais vous laisser en parler mieux que moi, mais oui, cette liberté. Oui. Selon un sondage qui avait été réalisé par l'IFOP en mai 2024, 92% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Mais ça ne veut pas dire que 92% des Français sont favorables à bénéficier d'une aide active à mourir le jour où ça arrivera. Ils sont comme vous et comme moi, comme nous trois ici. Ils veulent simplement, le moment venu, avoir le champ des possibles qui soit ouvert. Et pour ouvrir le champ des possibles, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs dans un cadre républicain, dans un cadre législatif. Parce que si on commence à ne s'intéresser qu'aux seuls droits dont on est certain de bénéficier, ça veut dire qu'autour de cette table, pardon Brigitte, vous êtes probablement la seule à être concernée par l'IVG. Vous et moi, la probabilité qu'on ait besoin d'avoir recours à l'IVG est assez faible. Je vous confirme. Jusqu'à nouvel ordre, il me semble, oui. Voilà, donc, et pourtant, on trouve beaucoup d'hommes qui sont favorables à l'IVG. Beaucoup d'hétérosexuels manifestent pour le mariage pour tous. Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent ne pas être favorables à bénéficier d'un droit à l'aide active à mourir pour eux-mêmes. Mais c'est pas une obligation, ils ne seront pas obligés d'en profiter. Ils ne seront pas obligés, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on entend tout à fait qu'il y ait des oppositions. Elles peuvent être religieuses, pourquoi pas. Elles peuvent être, encore qu'on les... Cela étant dit, l'IVG, il y a 40 ans, on aurait eu beaucoup de gens contre. Donc on voit bien que la société évolue. Et sur cette question de la mort, puisque c'est ça le sujet, osons dire les choses. Je pense qu'on a plutôt régressé parce qu'on cache nos vieux dans des EHPAD. On veut pas, on est tous dans le déni de sa mort. Et je pense que c'est ça le problème de cette fin de vie. Mais ce qui est important dans ce que j'ai lu sur votre site de la DMD, c'est qu'il y a quand même 74% des médecins qui sont favorables à cette loi parce que eux-mêmes ont pratiqué de manière donc transgressive une euthanasie. Enfin, où se sont confrontés à la question. 74% des médecins sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. À peu près le même chiffre, ça doit être 70%, considèrent que l'aide active à mourir est bien un soin de fin de vie et c'est bien compatible avec les soins palliatifs. Donc on a des chiffres qui nous permettent de comprendre que ce que nous disent un certain nombre de médecins n'était pas vrai. Donc ça nous donne des éléments. Et puis, pour vous taquiner un peu... vous oseriez, Philippe? Oui, bien sûr. Vous avez eu une difficulté avec le mot « mort ». Et puis je reviendrai à ce que Philippe vous avait dit au début. Ça n'est pas l'opposé, la vie et la mort. C'est la vie qui donne la mort. Et donc ça n'est C'est la naissance qui est opposée à la mort. Oui, la vie donne la mort, la vie provoque la mort, et en aucun cas c'est le médecin, et en aucun cas ce sera la loi qui donnera la mort. Ce qui donne la mort, c'est la vie et la maladie. Donc la loi, elle ne fait que autoriser des personnes qui souhaitent mettre un terme à quelque chose qui devient trop compliqué pour elles. C'est extrêmement subjectif. Mais vous voyez, c'est ça. Moi, j'adore le plaisir. J'ai un élan vital exceptionnel. J'adore la vie. Mais si un jour elle n'a plus de saveur, je vois pas l'intérêt de s'acharner à rester en vie. Enfin, je veux dire, c'est peut-être ce qui fait que les gens il y a beaucoup de gens célèbres d'ailleurs qui ont signé la DMD, et je crois que c'est ça vraiment la question. Oui, alors là, on est dans quelque chose d'un peu plus philosophique. C'est-à-dire, la loi ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont un pronostic vital engagé, quel que soit le terme. En tout cas, la mort est là. Et que fait-on dans cette situation où la mort est déjà là ? Effectivement, j'entends tout à fait ce que vous dites, et beaucoup des adhérents de la DMD se posent aussi la question du temps qui reste à vivre compte tenu de ce qu'on a vécu, et puis des fatigues de la vie, des choses qui passent, et c'est tout à fait entendable. Et Maya Simon, qui était une actrice qui est morte en 2008, disait
je suis un oiseau, si on me met en cage, je m'étiole. Et donc, je préfère arrêter. C'est tout à fait entendable. Mais la loi ne peut pas aborder cette question qui est là et une question qui n'a pas à laquelle on ne peut pas poser un véritable cadre. Ce que la loi actuelle, qu'on espère devenir actuelle et qui sera très probablement votée le 27 mai prochain, c'est une loi qui se pose pour les personnes qui arrivent au stade final de leur vie avec une phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, avec un pronostic vital qui est engagé. Et justement, Philippe Loéac, vous trouvez que la loi n'irait pas assez loin? C'est la question à laquelle vous allez répondre dans un instant. Et Philippe Arlin, bien sûr, vous pouvez prendre la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et nous abordons donc cette question de cette loi, cette future loi qui sera sans doute votée mardi, comme vous l'avez dit, Philippe Loéac, sur le droit à l'aide à mourir. Vous êtes donc délégué général de l'ADMD, l'association Droit à mourir dans la dignité. Justement, vous pensez, donc c'est la question que je vous posais avant la pause, vous pensez que la loi ne va pas assez loin ou pas ? La loi qui devrait être votée, elle est toujours en cours de discussion, mais les principaux articles ont été adoptés. La loi qui devrait être votée mardi prochain sera une des lois les plus restrictives en Europe. Pour savoir si une loi est bonne, il faut se poser les questions par rapport aux cas les plus évidents qui devraient être pris en charge. Est-ce que la loi va répondre à des personnes qui sont atteintes d'un cancer en phase terminale? À l'évidence. Est-ce que quelqu'un qui va avoir la maladie qui a la maladie de Charcot va pouvoir être pris en charge dans le cadre de cette loi? C'est pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, comme dans 20% des cas de la maladie de Charcot, il y a des démences frontotemporales, alors la personne n'y aura pas accès. C'est-à-dire qu'on attendra, comme aujourd'hui, qu'elle meure étouffée. Donc, de ce point de vue-là, la loi n'est pas assez bonne. Un patient qui aurait fait une demande d'aide active à mourir dans le cadre de la loi, et qui, entre le moment où il a fait la demande et le moment où il obtient l'autorisation, il a des troubles cognitifs qui surviennent. Il ne sera donc pas en capacité, selon la loi telle qu'elle sera votée, ne sera pas en capacité de réitérer sa demande, et donc il ne pourra plus y accéder. C'est-à-dire qu'il aura fait une demande lucide. D'accord. Même s'il écrit sur sa demande lucide que s'il a des problèmes cognitifs, ça restera valable. Les directives anticipées ont été écartées de la question de l'aide active à mourir. Quelqu'un qui est... Ça, c'est pour éviter les abus, je suppose. Non. Quelqu'un qui est dans le coma, qui aura fait des directives anticipées, il n'aura aucun droit à une aide active à mourir. En Belgique, ils ont cette possibilité que quelqu'un qui est dans le coma, qui a rédigé des déclarations anticipées, pourra bénéficier d'une euthanasie à ce moment-là. Quand on se fait opérer, puisque ça m'est arrivé récemment, on signe un papier comme qu'on ne veut pas anticiper. Des directives anticipées, qu'on ne sera pas réveillé si jamais on pour une raison quelconque. C'est là tout le caractère étrange de la loi qui s'apprête à être votée, c'est que la sédation profonde et continue avec altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, qui est issue de la loi de 2016, elle prend en compte les directives anticipées. On peut demander une sédation par l'intermédiaire d'une directive anticipée. Entre parenthèses, c'est pas du tout le sujet de la loi actuelle. La sédation profonde et continue avec altération de la conscience maintenue jusqu'au décès s'applique y compris aux mineurs, sans aucune restriction d'âge. Et les opposants à l'aide active à mourir, qui étaient des partisans de cette loi, ne se sont jamais posé la question de savoir qu'on allait pouvoir faire bénéficier d'une sédation, c'est-à-dire en fait d'une euthanasie passive, des mineurs sans aucune restriction d'âge. 5 ans, 15 ans, aucun problème. Donc là, la loi ne s'appliquera qu'aux majeurs, et c'est très bien compte tenu des nécessités de... Donc on voit bien dans ce que vous dites, me semble-t-il, si j'essaye de faire un peu la psy, on voit bien que finalement tous les détracteurs de l'aide à mourir sont l'idée que c'est pas à nous, humains, de décider de la fin de vie de quelqu'un, quoi. Il y a deux types. Je dirais l'inverse, c'est eux qui prétendent pouvoir décider de la fin de vie de quelqu'un, mais pas la personne elle-même qui peut décider pour elle. Non, ça doit être Dieu, quoi. Ça doit être... En fait, il y a deux types d'opposants. Il y a les opposants qui ont des convictions religieuses et qui considèrent, pour ce sujet-là comme pour le sujet de l'IVG, que la vie n'appartient pas à l'individu. Et donc, il y a un être qui régit ça, qui prend, qui décidera donne, qui quand décide. il prendra. Donc, ça n'est pas à la personne... Alors, il parle faussement de mort naturelle.
Nous sommes au XXIe siècle, avec dans un pays riche, actuelle, il n'y a aucune mort naturelle, sauf à se faire renverser par un autobus. Si, quand on s'endort sans se réveiller le matin, avec le cœur. Oui, le cœur s'arrête. Mais c'est une mort souhaitable d'ailleurs. C'est une mort souhaitable, ça arrive un peu, effectivement. Le général de Gaulle peut faire ça en rédigeant la dernière page de ses mémoires, quelle chance. Ouais. Mais ça n'arrive. Voilà, c'est pas le plus fréquent. Même s'il y a un accident de la route, on a quand même tendance à réanimer, faire des transfusions. Donc ça, on n'est plus dans la mort naturelle. Et puis, il y a un certain nombre de soignants, pas la majorité, on le sait maintenant grâce au sondage, mais tout de même quelques soignants qui considèrent que ils sont les sachants. Et il y a cette volonté paternaliste de dire aux patients... la vie à coûte que coûte, quoi. Non, surtout de savoir pour le patient ce qui lui convient. Effectivement, le soignant connaît la technique, il connaît les thérapeutiques. Toutefois, c'est le patient qui sait quel est son degré d'acceptation de la souffrance, quel est son degré d'acceptation d'une diminution de ce qu'il est et de la qualité de vie qui lui reste. Et c'est lui qui doit prendre la décision. Oui, et si on en croit le sondage dont on a parlé tout à l'heure, c'est 30% de médecins qui ont cette opinion-là. À peu près. 26. 26. Ouais. Non. En fait, parce qu'il y a aussi ceux qui ont un avis qui est mitigé. Donc en fait, on sait par exemple dans les médecins qui déclarent vouloir accompagner, s'il y a un geste actif, c'est-à-dire un accompagnement en pratiquant un acte, il n'y a que 15% des médecins qui refuseraient certainement, de manière certaine, de pratiquer un acte. Qui est leur droit d'ailleurs. Tout à fait. Je crois que ce sera respecté par la loi. Tout à fait. Et dans l'accompagnement avec un geste qui n'est pas actif, c'est-à-dire la rédaction du dossier, l'accompagnement, ce n'est que 8% des médecins qui, de manière certaine, refuseraient. Et évidemment, c'est leur droit. Et il y a une clause de conscience qui est inscrite dans la loi qui leur permettra... Comme pour l'IVG d'ailleurs. Comme pour l'IVG et comme pour l'IVG de la même façon, à la fois de refuser d'accompagner dans cet acte-là, mais sans que ça se transforme en une entrave, donc avec une obligation de transmettre le dossier à un collègue le plus rapidement possible pour que, évidemment, la personne ne reste pas dans une situation de souffrance inutilement longtemps. Alors, moi qui aime bien quand même toujours un petit peu donner mon opinion dans le sens où je pense que ça peut faire réfléchir ou au contraire énerver ceux qui m'écoutent, et tant pis. On le sait que beaucoup, malheureusement, de médecins sont confrontés à une transgression de ce qui se passe actuellement. Et c'est peut-être pour eux, ce serait peut-être un soulagement de cette loi, parce que ça leur permettrait de ne plus être dans la transgression. On le sait, par exemple, vous, Philippe Arlin, qui avez travaillé beaucoup avec les personnes atteintes du sida, il y a beaucoup de fois où on a fait partir quelqu'un. On a fait ce qu'il fallait. On est bien d'accord. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut entendre, quoi. On peut imaginer ce que c'est que pour un médecin de donner la mort à quelqu'un par acte charitable, encore une fois, et se sentir un petit peu coupable parce qu'au fond, c'est transgresser la loi, quoi. Mais je crois qu'il donne pas la mort. Moi, c'est là, je pense qu'on se trompe. Il s'agit pas d'aller donner la mort. Il s'agit peut-être d'accélérer un processus, de décider du moment où il va se produire. Mais on parle de gens qui, on peut parler de tout le monde puisqu'on est tous appelés à mourir un jour, mais on parle de gens qui sont en souffrance et bon, c'est sûrement ridicule mon observation, mais je suis un amoureux des animaux et j'ai l'impression d'avoir des droits, d'éviter de souffrir à mes animaux qu'on n'est toujours pas en train d'autoriser aux gens que j'aime, les humains. Je suis un peu bête, je comprends pas, moi, voilà. Je vous laisse le mot de la fin, Philippe. Vous avez parlé des médecins. Une étude de l'INED, l'Institut national des études démographiques, indique que 0,8% des décès en France sont le fait de l'administration d'un produit létal par les médecins. Ce qui est en fait assimilé à un assassinat, c'est-à-dire à mettre fin à la vie de quelqu'un qui ne l'a pas demandé avec préméditation. Oui, permettre à des médecins qui souhaitent accompagner dans la mort des patients qui sont arrivés au bout de leur vie, de manière légale, sans qu'ils risquent les tribunaux ou qu'ils risquent la radiation du tableau de l'ordre, c'est quelque chose qui, pour eux aussi, est salutaire. Donc cette loi, qui est une loi de liberté, qui n'imposera aucune contrainte, aucune obligation à personne, permettra de donner ce sentiment de liberté et à l'ensemble de la population, soignants comme les patients, et puis de faire en sorte que chacun ait le même droit, le même accès. Il n'y a pas ceux qui savent, ceux qui ont l'argent qui peuvent aller en Suisse, ceux qui connaissent le bon médecin en France, ou ceux qui ont la capacité de partir en Belgique pour bénéficier d'une aide active à mourir, ou là-bas,
Depuis 2002, c'est légal. Ça évitera certains suicides horribles qu'on connaît parce que c'est plus supportable de vivre. Merci beaucoup en tout cas Philippe Loéac. On peut retrouver toutes les informations de cette association sur le site admd.org. Merci beaucoup Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, qu'on peut vous consulter par Zoom si on le désire. Vous retrouvez tout de suite Alexandre Dolovan. Lundi, on sera avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, et on va parler de l'homme déconstruit. C'est quoi un homme déconstruit? J'attends vos réponses, surtout sur Sud Radio.